Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde, bienvenue à Maître à bord. Aujourd'hui, on parle d'un sujet à la fois fascinant, mystérieux, peu connu ou méconnu. On va parler de chamanisme. Et avec mon invité, juste avant d'ailleurs d'entrer en onde, je lui disais, j'ai beaucoup de chamans naturels autour de moi. Des amis qui ont la fibre du chaman, c'est-à-dire, et je dis souvent ça à des femmes et des hommes que j'accompagne en atelier, ah, il y a une chamane en toi, il y a un chaman en toi. Mais qu'est-ce qu'est vraiment le chaman? Et finalement, si on n'a pas exploré ça, ça reste quelque chose qui est un peu folklorique pour nous. Le nom du chaman est arrivé au 18e siècle. Ça venait des peuplades de Sibérie. Après ça, on en a connu en Mongolie, on en a connu un peu partout, mais c'est très répandu aussi dans les peuples amérindiens, un peu partout sur la planète. Alors, mon invité aujourd'hui est une auteure qui, à la fois, a été reconnue comme chamane, mais c'est une Française. Elle va nous raconter son histoire. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet. Alors, je vous la présente tout de suite. Elle s'appelle Brigitte Pietschak, c'est comme ça, on le prononce comme oui, j'ai tout à dit. fait. Bonjour Franck, je suis ravie aussi rapidement d'avoir pu traverser l'océan pour revenir, je dis bien au Québec, puisque je suis déjà venue 2 fois chez vous, à Oui, Trois-Pistoles. à Trois-Pistoles. Pourquoi Trois-Pistoles en passant? Ouais, parce qu'à l'époque, j'ai fait un symposium de peinture. OK. On mettait en jeu des Québécois et des Français et on était restés vraiment en immersion pendant 3 semaines pour réaliser des œuvres. Alors, ça m'amène à dire qu'effectivement, toi, tu es une artiste avant toute chose et tu as découvert aussi en toi la fibre de la chamane de façon un peu spontanée. Alors, j'aimerais ça que tu m'expliques d'abord comment tu as vécu ça, puis après ça, on va essayer de comprendre la définition. C'est quoi un chaman finalement, là? Alors, en fait, mon initiatrice, dont on va parler certainement, qui est la chamane Enketuya du nord de la Mongolie, elle te dirait, on ne devient pas chaman, on est chaman. Voilà. En fait, cette relation avec l'invisible, je l'ai toujours eue. Mais, Donc, OK, parle-moi de tes premiers souvenirs, là, ou en tout cas les plus lointains souvenirs d'avoir cette relation avec l'invisible. bah, si tu veux, le rapport à la médiumnité, anticiper les événements, ça c'est quelque chose que j'ai eu toujours. Et j'ai même appris, en rencontrant Enketuya, que j'avais la maladie chamanique. C'est-à-dire que j'avais la sensation souvent que j'allais m'évanouir et je ne savais pas pourquoi. Et elle m'a dit, mais c'est la maladie chamanique, ne t'inquiète pas. C'est-à-dire, C'est bon, c'est rassurant. c'est-à-dire, tant que tu n'as pas identifié les esprits qui viennent à toi et qui cherchent à t'incorporer, ça peut être très perturbant. OK. Alors là, on comprend tout de suite qu'un chaman, c'est quelqu'un qui, dans un état élargi de conscience, va communiquer avec les mondes subtils, avec des esprits de la nature, des dévots de la nature aussi. Et dans ton cas, tu dis que vous l'incorporez. Mais avant d'arriver là, ça s'est présenté à toi comment? Parce que donc, tu avais déjà cette facilité à entrer en communication avec le subtil, tu avais la maladie du chaman, donc tu étais sensible et tu pouvais perdre connaissance facilement. Bah, si tu veux, ça m'a donné le sens de mon service auprès des autres. OK. Donc, comment ça s'est passé? Donc, à l'évocation du nom d'Enketuya. C'est quoi? C'est qui Enketuya, là? Puis t'as trouvé Enketuya, ça là. c'est une chamane tsatan du nord de la Mongolie. OK. Là où il y a les derniers éleveurs de rennes. D'accord. Ouais. Ils travaillent pour le Père Noël, eux autres. Donc, comme tu l'as dit à Philippe Ferrer une fois, ça m'a beaucoup plu l'expression. J'ai pris un 2x4 en plein front, tu vois. Enketuya, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est là que tu dois aller. Tu sais pas pourquoi, mais tu dois trouver le moyen. C'est à 7000 km de la France, mais tu dois trouver le moyen d'aller en Mongolie. Et le nom, tu l'avais vu dans un livre. Dans le livre de Corinne Sombra, entre autres. Dans quoi? Et si tu veux, la brutalité du choc était tellement forte que c'était une évidence. Je ne pouvais pas aller contre. Okay. Et à partir de là, tu oublies la logistique, tu oublies que c'est très cher, qu'il va falloir traverser la Russie, aller en Mongolie, etc. Et puis, donc, il y a l'évidence que tu dois y aller. Et en effet, tu y vas, et à ce moment-là, tu vois un tipi, tu as un traducteur à côté de toi, et il te dit, aujourd'hui, on ne sait pas comment elle va vous recevoir, peut-être que vous allez repartir comme vous êtes venu. Et à ce moment-là, si tu veux, tu as un grand moment de solitude, au moment où le tipi est fermé, et le tipi s'ouvre, paf. Et là, c'est un choc électrique. On se tombe dans les bras avec la chamane et elle me dit,
mais pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Ah! Et tu n'avais pas de rendez-vous, là? Tu t'es présentée là Non, en sachant où elle habitait, c'est dans quelle ça, région de la Mongolie et c'est ça. voilà, je pars avec mon sac à dos puis je m'en vais la rencontrer. Voilà, j'étais avec mon amie Anne, et donc on était devant ce tipi, et on s'est dit, on s'est rien dit à un moment parce que tu es tellement, si tu veux, pétrifié que tu as l'impression que ta vie se joue à cet instant précis. OK. Et elle t'a reconnu spontanément. Et là, il y a des gens Alors, qui disent déjà dans le chat, on est chaman à EST ou on est chaman NAI, accent circonflexe T. Alors, on est chaman, c'est-à-dire mais on est NAIT, chaman de naissance. C'est bien voilà. NAIT. Si tu veux, cette relation avec l'invisible, elle est, je vais dire, elle est innée, cette possibilité de dialogue. Mais si tu veux, à la différence du médium qui, lui, va recevoir, le chaman, donc étant un intermédiaire avec l'invisible et le visible, il a cette faculté de réparation. D'accord. C'est-à-dire, dans le tipi, tu as les gens qui défilent toute la journée, qui amènent toutes leurs questions, tous leurs malheurs, les problèmes de stérilité, les problèmes d'alcoolisme, de tout, d'addiction, de tout ce que tu veux. Et puis à partir de là, de morts qui sont mal parties, ça fait partie de, c'est quelque chose d'important. Et puis donc le chaman y répond, et avec ses outils, il a cette faculté de réparation. C'est-à-dire, Donc, c'est un homme médecine ou une femme médecine, comme on appelle, qui est aussi donc un guérisseur, entre guillemets. C'est pas ouais, seulement un médium, mais c'est quelqu'un qui apporte de la guérison de différentes façons. si tu veux, il a cette faculté de mettre en action ses esprits alliés qui lui sont venus par affinité, on va dire, d'âme. Parce que le chaman, si tu veux, spontanément dans des expériences, il va reconnaître certains esprits alliés, tu vois. Okay. Donc ça peut être des esprits de la surnature, donc des animaux, ça peut être des défunts, ça peut être des ancêtres, ça peut être des esprits pas encore nés. Et à partir de cette espèce d'orchestre, si tu veux, il y a une espèce de mise en résonance par rapport aux choses qui lui sont demandées. OK. Alors, toi, tu assistes à ça au début. La chamane prodigue ses soins, elle entre en contact avec l'invisible, avec le subtil, avec les dévots de la nature, que tu appelles la supranature. Et La surnature, oui. la supranature. Et par la suite, est-ce que tu sais instantanément que tu es capable de faire ça toi aussi? Comment ça se passe? Oui, on peut dire que c'est inné, c'est-à-dire cette possibilité d'interroger ton intermédiaire, c'est-à-dire ton esprit allié qui vient à toi, et de lui donner une sorte de mission, si tu veux, de négocier la réparation avec ton esprit. C'est vraiment quelque chose qui m'est donné. D'accord. Alors, comment tu as fait ça les premières fois? Est-ce que c'est elle qui t'a guidé? Alors déjà, donc c'est très simple, donc elle te reconnaît normalement chaman, mais elle dit, on va le vérifier dans le cercle de cérémonie. Dans le cercle de quoi? Dans le cercle de cérémonie. De cérémonie. Et donc, moi, j'avais des a priori, comme tu dis, par rapport au folklore, quoi. Ouais. Et là, tu te retrouves avec un costume de chaman, un masque qui va obstruer tes yeux, et on te met un tambour dans les mains, tu vois, et quelqu'un qu'on appelle le touchi, le teneur, qui va te tenir derrière, et à partir de là, tu tapes du tambour, et tu commences ton voyage chamanique. Et tu as des images qui viennent, et tu commences le voyage, et en fait, comme Enketuya, elle ne t'apprend pas grand-chose, si ce n'est qu'elle te met, je dirais, sur l'autoroute et qu'elle te dit, les esprits t'enseigneront. Si tu es chaman, c'est l'invisible qui va t'instruire, c'est pas moi. OK. Et qu'est-ce qui s'est présenté à toi en premier à ce moment-là? Alors, c'était intéressant parce que déjà, j'ai vu une corde et j'étais à cheval. Donc, au bout d'un moment, j'étais devenue un cavalier, j'avais un cheval blanc, je me souviens très bien de ce premier voyage. Et alors, je galopais, je galopais, je galopais. Et j'avais une espèce de liane qui me permettait d'ascensionner, d'ascensionner, d'ascensionner. Et au bout, il y avait une grande mère, une femme âgée, ridée, mais bienveillante, qui me regardait comme si elle protégeait mon voyage. Et la phrase qui m'est venue et qui m'est revenue souvent dans mes voyages chamaniques, c'était « Quel est le point le plus haut du ciel ?» Et est-ce que tu as une réponse? Eh ben, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, ça te donne vraiment une direction pour l'ascension et pour une recherche, j'allais dire, d'une certaine lumière, tu vois. OK. Et là, ça, c'est un peu métaphorique, là. Est-ce que tu avais l'impression d'être dans le monde ou dans ce monde subtil-là, ou ce monde subtil-là était à l'intérieur de toi? Et qu'est-ce que tu en retirais de ce premier voyage chamanique-là? Alors, comme je dis, c'est, enfin, pour dire quelque chose d'un peu imagé, mais simple, c'est comme si tu voyais à travers le visible. C'est-à-dire, ta conscience est toujours là, tu sais que tu es là,
et en même temps, tu es emporté par le voyage. OK. Surtout par le tambour, si tu veux, qui va te donner une espèce de d'envolée panoramique et qui va te permettre d'aller loin. Un peu comme un rêve éveillé, finalement, un songe, tu es dedans, mais tu es réveillé, tu n'es pas en train de dormir. C'est ça. Et justement, là où on a tendance ici en Occident, en tous les cas en France, à accentuer sur la transe, sur le fait de trouler par terre, d'avoir une perte de connaissance. Là, ce qu'elle me disait, c'est qu'il peut y avoir des voyages tout à fait immobiles. Et le but, justement, c'est pas de perdre conscience, mais c'est de rester conscient pour ramener des informations aussi claires que possible, si tu veux. Sinon, tu ne sers à rien. OK. Et à quel moment tu as su que tu pouvais commencer à utiliser ces pouvoirs-là, entre guillemets, en tout cas ce talent-là, ce don-là, pour aider les gens dans une quête de guérison pour eux-mêmes? Alors là, on te met très vite au boulot, hein? Ah ouais, hein? C'est-à-dire, moi, j'ai passé des journées entières à côté de la chamane. Et puis, elle va te dire, à un moment, elle va te dire, alors, toi, vas-y, qu'est-ce que tu en penses? OK. Genre, fais quelque chose. Tu vois, c'est-à-dire, on n'est pas dans l'abstraction, on est tout de suite, on n'est pas dans les symboles, on est tout de suite dans les travaux pratiques. Et ça, c'est intéressant, tu vois. OK. Alors, donne-moi un exemple, parce que dans ton livre, et là, je vais le montrer, je vais les mettre à l'écran pour commencer. Ça, c'est le dernier, hein, celui que j'ai dans les mains ici, Voyage chamanique. Avec une préface de Lilou Massé. Oui, oui, c'est vrai, une préface de Lilou, j'allais le dire, merci. Et l'autre d'avant, le premier, Ciel blanc, ciel noir, qui sont finalement des histoires. Mais ici, le dernier, le Voyage chamanique, ce sont vraiment des histoires que tu racontes de tes incursions dans les mondes subtils. Mais toi, tu me parles plus d'incorporation que d'avoir l'impression de sortir de ton corps et d'aller se promener. Disons que mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je dirais que ce sont des voyages conscients, mais que tu ressens vraiment que tu incorpores. Quand, par exemple, tu incorpores l'ours, tu sens que l'ours, il est en toi. OK. C'est-à-dire ça, c'en est une histoire que tu racontes ici dans l'ours, l'ours que tu racontes dans ton livre. Mais quand moi, je le lisais, j'étais pas certaine si il y avait vraiment un ours qui arrivait ou si c'est l'esprit de l'ours qui arrivait parce que c'est raconté de façon un peu métaphorique. Alors, raconte-moi ta rencontre avec l'ours, par exemple, de façon très, très simple et claire, là. Bah, si tu veux, par exemple, la première fois qu'il est venu, j'étais sur le chemin de Compostelle en France. Et j'étais dans une certaine fatigue et j'avais besoin d'un surcroît d'énergie. Et là, il m'a vraiment investi. C'est-à-dire, il m'a donné vraiment la force. À ce moment-là, l'amie qui était avec moi, elle ne me reconnaissait plus. C'était du côté de Rocamadour, là en France. Je courais, je volais, j'étais l'ours. J'avais une espèce de surpuissance. Alors, comment il se présente à toi à ce moment-là? Parce que quand tu le racontes, tu me dis que tu l'entends arriver. Je l'entends arriver parce que je le visualise. Donc moi, si tu veux, avec mon cerveau et avec son identité, j'arrive à lui donner une forme, à le reconnaître, mais c'est surtout son énergie qui signe l'apparition. Qui se présente, d'accord. Après, c'est comme si, c'est pour ça que je te parle d'orchestre, c'est que tous tes esprits alliés, ils ont une faculté, ils ont une teinte, tu vois. Une fréquence. Une fréquence vibratoire. Et tu sais qui vient. Oui, d'accord. Tu ne peux pas te tromper par rapport à ça. Exactement. Non, ça, je comprends très bien ça, là, les fréquences, parce que moi, je joue avec ça aussi. Donc, la fréquence de l'ours se présente, mais ton écran mental devient aussi un écran de cinéma. Tu le vois, tu le ressens, il devient toi. Tu l'accompagnes. Et là, la force de l'ours t'accompagne aussi à ce moment-là. Elle te prend vraiment, tu l'incorpores, elle te prend au corps. Là tu n'es plus dans la vue de l'esprit. Tu sens que la force, elle est venue en toi, elle t'a prise, tu vois. C'est ça qui est intéressant. C'est fantastique. Et à un moment donné, tu demandes à l'ours, c'est quoi ta force? Puis il dit, moi, c'est la terre. Puis il marche, puis il dit, c'est quand je marche, je m'imprègne de l'énergie de la terre, de l'énergie tellurique. Et ça, c'est des belles images qu'on peut nous-mêmes à mettre en pratique à chaque instant quand on va marcher dans la forêt, quand on est fatigué, on se met nu-pied, on va marcher sur la terre et on laisse l'énergie tellurique rentrer en nous. Ça va nous donner la force de l'ours. Mais je me souviens que dans tes méditations, justement, tu en parlais beaucoup de cette force tellurique. Ouais, ça me rappelait beaucoup la force de l'ours, justement. Cette énergie terrestre. Oui, absolument. L'énergie tellurique, effectivement. Moi, c'est plus comme ça que je la vois, mais il y a plein de façons de la voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu t'es mis à voler et puis ton ami ne te reconnaissait plus. Est-ce que quand ça te quitte, c'est fini et tu tombes fatigué? Bah, c'est-à-dire, à un moment, tu sais que l'expérience s'arrête comme elle a commencé. Mais encore une fois, ce n'est pas toi qui choisis.
OK. À un moment, tu es désinvesti de ta force. Et alors, donc, ton teneur, qu'on appelle le Tushi en Mongolie, il est là voilà, tu t'arrêtes. Et il va te poser cette question rituelle, as-tu bien voyagé? Ah oui. Là, je cherche le mot en mongol qui s'appelle, le nom pour les esprits en mongol. C'est quoi? Ongod, Ongod, Ongod. Ongod. Alors, tu as tes préférés là, dans les esprits Ouais. de la nature, donc l'ours, l'aigle, mais il y a Le aussi cobra blanc. les serpents. Voilà, parce que, alors là peut-être qu'on rentrera dans cette différenciation, mais tu as des esprits du ciel noir et du ciel blanc. Mais une fois encore, il ne faut pas voir ce côté judéo-chrétien où tu aurais le noir, le mal d'un côté, le blanc de l'autre. Mais on va dire que dans le ciel noir, tu vas avoir des esprits avec lesquels il va falloir négocier pour leur donner une sorte de mission de réparation. D'accord. Ils vont être beaucoup plus autonomes et retors pour le faire. Ils ne vont pas le faire spontanément. OK. Et ça, c'est tous devenus des alliés pour toi d'une certaine façon. Mais raconte-moi comment ça se passe quand tu l'utilises en guérison, par exemple. Quand je l'utilise en guérison, c'est la présence qui va venir à moi, tu OK. vois. C'est-à-dire, moi, je vais accueillir, c'est-à-dire, la personne est en face de moi, elle est là avec son questionnement, elle est là avec son désordre, on va dire. En fait, l'idée, c'est de mettre de l'ordre au désordre. Et à partir de là, donc, il y a une intériorisation de la question, et moi, je suis comme une coquille vide, et je vais voir qui va venir à moi. Et il se peut que personne ne vienne. Parce que dans le chamanisme, la chamane, elle dit tout de suite, ah, mais il n'y a pas forcément d'obligation de résultat, tu vois. Parce que c'est vraiment un dialogue avec l'invisible, tu vois. On ne force rien. On n'est pas dans une attitude volontaire. C'est de l'ordre de la rencontre. C'est pour ça que dans le titre, j'ai bien aimé rencontre chamanique. Oui. Mais raconte-moi des histoires donc que tu as vues, parce qu'avec la chamane, par exemple, il y a des femmes qui se présentent, qui sont stériles, qui vont venir demander l'aide de la chamane. Et est-ce que c'est l'effet placebo? Est-ce que c'est comment ça fonctionne? On n'en sait rien, mais il y en a qui repartent, puis finalement, elles sont plus stériles. Là. Mais j'ai vu aussi, oui, voilà, donc par exemple, mais là j'ai vraiment eu la vision de l'aigle qui, si tu veux, qui tapotait, qui crochetait les trompes de la femme pour libérer les trompes pour qu'elle tombe enceinte. Et c'est vrai qu'il y a une belle réalisation, puisque l'année d'après, la femme est venue avec son bébé. Et une autre femme, si tu veux, qui avait un cancer derrière l'oreille, et si tu veux, qui avait un problème à la langue, parce que c'était compliqué, ça la gênait et tout. Et à la fin de la cérémonie, à nouveau, elle pouvait bouger la langue, par exemple. Tu vois, Est-ce que ça se passait en Mongolie, là, les deux histoires en question? Dans le tipi de la chamane. OK. Ouais. Est-ce que les gens viennent de partout pour vivre ça? Alors, ils viennent de partout. En Mongolie, c'est comme si tu allais voir le médecin de famille. Ouais. Et tu as aussi des Occidentaux, évidemment, qui viennent. Si tu veux, ça ne désemplit pas, quoi. Le tipi est ouvert et à partir de là, tu as des gens qui défilent toute la journée pour voir la chamane. C'est un gros travail. Énorme. Oui, et elle peut faire ça des heures de temps? Elle en est parfois fatiguée, donc parfois on ferme le tipi. Et quand les cas sont plus lourds, ça nécessite parfois une cérémonie dans le grand cercle de cérémonie, ce qu'on appelle le grand OVO, OV2O. Et à ce moment-là, on va demander à toute la famille de venir. Et tu as vécu, et que tu en racontes plusieurs ici, là, dans Voyage chamanique, tu as vécu toutes sortes d'autres voyages, c'est-à-dire descendre dans les profondeurs de l'océan, rencontrer d'autres formes d'entités. Raconte-moi ça, qu'est-ce qui t'a frappé le plus ou qui t'a peut-être le plus enseigné des choses importantes dans ta vie? Si tu veux, chaque chaman, chaque expérience, je veux dire, a son importance. Mais par exemple, je raconte dans le livre la descente dans le lac gelé, où je vais sous le lac Baïkal, et là, je découvre, si tu veux, tout un monde marin inconnu. Et quelque part, j'ai vraiment la préscience, je ressens que c'est vraiment eux qui vont, dans l'avenir, me porter aussi des solutions au niveau de remèdes, au niveau de médicaments. Eh bien, c'est très drôle parce que j'ai pris cet extrait-là justement dans ton livre que je voulais lire. Oui. Avant, on va mettre les gens en contexte parce que je ne suis pas sûre de comprendre moi-même puisque c'est très métaphorique. Donc, raconte-nous de quelle façon ça s'est passé. Est-ce que tu étais assise devant le lac en Mongolie et tout à coup, ton imaginaire part et tu rentres dans un état altéré? Non, pour être un peu clair, là c'est du domaine, on va dire, plus proche du rêve éveillé. C'est-à-dire, les voyages chamaniques, je peux les faire en cérémonie, mais je peux les faire n'importe où.
OK. Et là, tu étais où à ce moment-là? Et là, bah, j'étais chez moi. Il En y avait rien, France? oui, il y avait rien de particulier. OK. Puis Mais tu as ça pas a besoin de te été, mettre en état de méditation avant, ça peut se passer spontanément? je dirais, en état de réceptivité. Si tu veux, comme je dis, recevoir en creux, c'est-à-dire je me sens comme une coquille vide, prête à accueillir. OK. Et là, il y avait pas de client avec toi, c'était toi Non, avec toi? non. OK. Et à ce moment-là, l'imaginaire part, tu rentres dans un état altéré et tu tombes, tu descends dans les profondeurs de Tu l'as l'océan, dit, c'est ça, accompagné d'un poisson qui t'explique ce qui se passe dans les abîmes où est-ce qu'effectivement, il y a plus de lumière, c'est mais ça. qui réussissent à vivre quand même. Et alors, c'est intéressant parce qu'il me parle tout de suite de sa condition corporelle. Et donc, parce que c'est un coméphore, c'est un poisson transparent qu'on ne trouve que dans les grandes profondeurs, justement, là où il n'y a pas de lumière. Heu, Et je vois toute la richesse, si tu veux, du fond marin, qui est quelque part bah, comme une révélation qui dit aussi que c'est aussi l'avenir de la planète, qu'il y a des choses qu'on n'a absolument pas encore découvertes et qui, dans les siècles à venir, vont être importants pour la planète. et c'est ça Comme l'extrait que de la mer. j'avais sorti, entre autres, qui est alors un des poissons de ces profondeurs abyssales dit: «La compréhension de ce que tu as de notre monde t'éclaire sur ce qui vous attend dans les siècles à venir sur le plan terrestre. L'opacité disparaîtra peu à peu de vos corps, ils deviendront transparents pour qu'ils soient sans obstacle traversés par la conscience. Votre humanité sera alors en lien direct avec la source.» Et là, ça continue, mais je Ouais. m'arrête là. Ça m'a accroché ce passage-là parce que je me suis dit, ah, c'est bien imagé. Mais plus qu'imagé, c'est ressenti, tu vois. Oui. Comme si, bah, pendant cette immersion, j'avais eu cette faculté d'avoir complètement une autre densité. Il y avait une participation, tu vois. Et en même temps, c'était un peu être dans un espace visionnaire parce que ça me laissait entrevoir, je dirais, comment seraient les corps du nouveau monde, tu vois. Mhm. Ou quelque part, même certains organes n'auraient plus leur utilité. Parce qu'il y aurait une telle connexion avec la source, une telle quelque chose de fluide qui fait Mhm. qu'en toute transparence, il y aurait un lien direct qui fait qu'il y a des choses qui ne serveraient plus à rien. Ouais. Écoute, je sais que je dis toujours que nous sommes tous médiums et qu'on a tous la capacité d'entrer en communication avec les mondes subtils, mais qu'il y a des gens plus doués que d'autres qui vont Mhm. en faire un métier. C'est ton cas. Mais pour les gens qui aimeraient développer cette connexion-là avec ce que moi j'appelle les dévots de la nature, ce que tu appelles la supranature, donc les esprits des animaux, entre autres, qui caractérisent le chamanisme. Qu'est-ce que tu leur dirais si on veut développer cette faculté-là? Alors moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans les pratiques spirituelles que j'ai fait avant d'en arriver là, c'est que j'ai avant tout développé l'attention. Je OK. dirais la présence à soi. Sans la présence à soi, tu peux rien faire. Donc c'est vraiment être là, ici et maintenant. Donc c'est pour ça que la méditation a son importance. Et à partir de là, si ton attention, si tu es présent, si tu es vraiment là, eh ben, à un moment, tu peux opérer ce basculement qui te permet d'aborder l'invisible. Mmh. Et là, ça va venir en fonction des fréquences qu'on porte parce que moi, je médite depuis 16 ans tous les matins ou presque et c'est une autre forme de communication avec le subtil que j'ai développée qui est Ouais. plus, une communication d'esprit à esprit. J'entends, je vois, j'ai des images, j'ai des downloads, mais pas nécessairement avec les esprits de la nature. C'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'on est chaman ou pas, là. Mais moi, c'est pas seulement les esprits de la nature, c'est-à-dire que ça frappe beaucoup les gens qui, déjà, quand tu rencontres quelqu'un, quand j'ai un patient, il va me dire quel est mon animal totem. Alors je leur dis ah mais chez les Mongols il n'y a pas d'animaux totem, c'est faut Ah, aller du côté des Amérindiens, tu vois. Parce que comme moi j'ai des grands dialogues, je dirais, avec des esprits pas encore nés, tu vois, OK. qui justement sont sur des plans de réalité autres et qui permettent certaines guérisons, tu vois, ou des ancêtres ou des défunts. Donc, c'est vraiment, beaucoup plus large qu'uniquement, Ouais. les Mais esprits de c'est vrai qu'on assimile beaucoup le chamanisme dans l'espace visionnaire aux animaux. la oui, absolument, absolument. Ouais. Écoute, il y a plein, donc la présence, on va finir ma question là, de la présence, de la méditation, de l'accueil et Ouais. si on l'a Et naturellement, du cœur, et du cœur, du oui, cœur. Parce que si tu veux, c'est comme une histoire d'amour, hein, c'est de l'ordre de la rencontre. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien, quoi. Tu mmh, vois? Il y a une absolument. espèce d'affinité d'âme
qui fait que les esprits, vibratoirement, vont choisir de venir à toi. Tu vois? Absolument. Oui, absolument. Écoute, on va aller voir quelques commentaires. Alors, Nathalie ici qui dit: «Wow, moi, je dessine souvent intuitivement des formes poissons dans mes mandalas». Alors, peut-être que tu es très connectée avec les esprits des poissons, Nathalie. C'est possible. C'est peut-être même son signe astrologique, on n'en sait rien. Il y a quelqu'un ici qui donne la référence ici, le livre de l'enfant cheval. Parle de ces chamans de Mongolie aussi. Tu connais ce livre-là? Non, je ne connais pas ce livre-là, mais Non, je tu me connais demande pas. de connaître. Ah ben alors maintenant, on le connaît. Isabelle qui dit ici: «L'ours et l'aigle sont mes 2 animaux totems qui m'accompagnent tous les jours». Alors parlons-en des animaux totems. Quelle est quand tu dis que la Mongolie en ont pas et les Amérindiens en ont, c'est quoi la signification de l'animal totem selon toi? Disons qu'on on va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler plutôt esprit maître. C'est en quelque sorte le premier de cordée, c'est-à-dire celui qui va vraiment être le plus important. Et moi, c'est pas un animal en l'occurrence, c'est l'esprit d'un boréate, si tu veux. Un boréate, c'est un native en bon français. Alors, c'est un Amérindien de la Mongolie? C'est pas un Amérindien, si tu veux, c'est donc le berceau du chamanisme mongol. Tu as la Bouriatie qui est du côté du lac Baïkal, mais qui est côté russe. Tu as les Mongols et tu as les Tuvas plus à l'ouest à la Russie. Okay. Donc, un boréate, il est côté russe. OK. Et pour moi, c'est un esprit qui a été incarné, qui veut encore donner du service, qui est venu à moi pendant l'hiver mongol, alors qu'il faisait moins 40, et qui s'est présenté à moi. Et au moment où il s'est présenté à moi, il s'est aussi présenté à mon initiatrice Enketuya. OK. Et on dit dans le chamanisme que tu n'es pas vraiment chaman tant que tu n'as pas eu connaissance de ton esprit maître. Alors, là, je veux comprendre, là, et vous êtes apparus les deux en même temps dans le subtil. C'est-à-dire, dans le subtil, elle s'est dit, voilà, elle a son esprit maître, et moi, il est venu aussi à moi. En même temps. En même temps. Oh, c'est très, très beau, ça. C'est très, très beau. Et je vais me mettre un petit commentaire ici de Nathalie qui dit oui, nous devons marcher en conscience. Bouddha a dit lorsque vos pieds seront conscients, vous guérirez 1000 maladies. Ça, c'est en référence à l'histoire de l'ours. Alors, effectivement, de marcher en conscience et de se brancher à la mère Terre, qui est aussi une énergie de guérison, ça peut faire ça peut faire vraiment des miracles. D'ailleurs, dans le sac de cérémonie, tu vois, ce qui est très important dans le costume, c'est tes chaussures de peau. Oui. Tu vois, c'est-à-dire les chaussures qui sont faites en peau et qui t'ancrent au sol. Parce que dans ta cérémonie, tu ne dois pas oublier que tu es ancré dans la terre. Et voilà. Et là, il y a Isabelle ici qui dit esprit maître. Alors, quand l'élève est prêt, le maître se présente. C'est ça qui s'est passé pour toi, j'imagine, hein? C'est ça, tout à fait. Mais ce n'était pas un ours, c'était pas un loup, c'était un boréate. Et là, il y a une question ici qui dit Brigitte, est-ce que vous pourriez expliquer le monde d'en haut, du milieu et d'en bas, si référence de Laurent Hugueli, est-ce que ça dit quelque chose? Oui, ça donne des directions par rapport à, je dirais, à un certain type d'esprit. Mais dans l'expérience, j'allais dire, tu n'as pas le temps de penser à tout ça, si j'ose dire. Mais tu sais quand même à quel type d'esprit tu as affaire. Mais tu as aussi sans doute une sensation à quelle fréquence ça vibre, parce que les hautes fréquences nous amènent vraiment dans une joie extatique, puis les fréquences moins intéressantes vont être plus lourdes. Est-ce que tu le sens dans ton corps, tout ça? Complètement. Et c'est vrai que, moi, je privilégie, je dirais, autant qu'il est possible de le faire, le chamanisme de la joie, Bien comme sûr. l'a défini Lilou. Et là, exactement, c'est ce que j'allais dire dans la préface de Lilou. Elle parle de chamanisme de la joie pour présenter ton livre, Voyage chamanique. Donc, toi, tu vas vraiment essayer de te retrouver dans les espaces où est-ce que c'est plus léger par intérêt, hein? Ben, c'est surtout que tu touches à une forme presque d'amour inconditionnel, quoi. Ouais. C'est des plans où tu te sens quelque part inatteignable par rapport aux turbulences. Et ce sont des belles zones de silence où tu peux vraiment, si tu veux, ressentir. Et là, est-ce que tu fais des consultations encore en individuel? Oui, je fais des consultations en individuel. Et on peut te rejoindre comment? Parce que j'ai mis le lien de ton éditeur pour l'instant. Alors, écoutez, en m'envoyant un mail, donc c'est mon nom et mon prénom accolés, @gmail.com. Gmail.com. Alors, je vais l'ajouter avec la vidéo et les gens pourront... Sans point, sans rien.
Et alors, donc, Mama Édition n'est pas en version papier encore distribuée au Canada, au Québec, mais ils sont en négociation avec Prologue. Mais en tous les cas, vous pouvez dès à présent avoir tous mes livres en version e-book. Et voilà, on les voit ici. Alors, ciel blanc, ciel noir et voyage chamanique, les deux. Et il y avait aussi l'oracle que tu J'ai fait aussi un oracle qui s'appelle l'oracle de la chamane, que j'ai canalisé, et aussi un ouvrage qui s'appelle Journal de l'invisible. Mais vous verrez en tapant mon nom, vous les trouverez. Oui, absolument. Alors, je vais rajouter ton courriel pour les gens qui aimeraient te contacter directement. Et je termine ici parce qu'il y a un très beau témoignage ici. C'est magnifique, hautement vibratoire. Alors, elle dit, toutes mes cellules vibrent de joie et ça allège et ça s'élève. Merci. Alors, Evelyne, peut-être que vous êtes chamane naturelle et c'est pour ça que ça vibre comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Possible. Tu vois, tout est possible. C'est ça qui est merveilleux dans ce monde. Tu vois, ça décloisonne complètement nos schémas mentaux qui font qu'on sépare, tu vois, voilà. Surtout les Français, on a la grosse tête, tu vois. Je suis contente, c'est pas moi qui l'ai dit, là, c'est toi. Et tu vois, la chamane, des fois, elle se prend la tête, elle dit, oh là là, tous ces Occidentaux qui viennent me voir. Et d'ailleurs, c'est quand tu arrives à Charles de Gaulle, à Paris, et que tu as tout déposé ta tête en Mongolie, là, tu vois le poids du mental qui reprend, quoi. Ah ouais, c'est le côté vraiment cérébral, quoi, des Occidentaux. Ouais. Et c'est vrai que les Européens, en général, vous avez un défi supplémentaire par rapport à nous et c'est culturel. Vous avez misé vraiment beaucoup sur la mémoire, l'intellect, l'analyse mentale. Avoir une grande culture, ça a toujours été important et ça fait en sorte que ça laisse moins de place pour l'improvisation, le ressenti, en fait, tout ce qui est nécessaire à ce que tu fais aujourd'hui. Nous, on a des couches vraiment à enlever, des filtres. Oui, voilà. Merci infiniment. Écoute, Brigitte, c'est passionnant. J'invite les gens à se procurer en e-book pour l'instant tes livres. Ils viendront en papier et sous peu. Et quand ce sera le cas, je le partagerai. Et on pourra reparler éventuellement de tout ça au fur et à mesure que ça évolue pour toi. Et j'espère revenir chez vous incessamment sous peu. Mais tu nous le dis, hein? C'est bon, tu nous le dis. Merci beaucoup. Merci tout le monde de votre enthousiasme face à ce sujet. Et puis là, on va demain à la méditation, là, demander à votre esprit guide de se présenter des dévots de la nature. Merci, Brigitte. Bye.